bonsoir ou rebonsoir pour certains d'entre vous. Je pense une bonne partie qu'on vient de quitter avec Nicolas Pariser. Je suis toujours ravie, pareil, j'ai pas changé de vous voir jusqu'à cette dernière séance du festival de rentrée de l'association Rocard Mendes, que je remercie à nouveau. Alors, le réalisateur nous rejoindra donc à l'issue de la séance pour échanger avec vous sur ce film. Ceux qui travaillent, qu'on a en avant-première aujourd'hui. Voilà, je vous en dis pas plus, puisque je vais laisser la place au film pour qu'on puisse avoir le temps d'en discuter après avec Antoine Rusbach. Très bonne séance à tous et à toutes, et à tout à l'heure. Merci. Merci. Antoine Rusbach, réalisateur de Ceux qui travaillent. Bonsoir. Merci d'être là. En fait, j'ai envie de poser une première question de casting. Parce que c'est ton premier long métrage, tu abordes un sujet qui peut être, moi je trouve vraiment très équilibré et très juste dans ce qu'il raconte. Et comment est-ce que tu as choisi Olivier Gourmet, dont on a l'impression qu'il incarne vraiment ce corps au travail, d'un travail qui n'est pas habituellement filmé parce que peut-être pas immédiatement cinégénique, un travail de bureau, ce corps assez particulier dont on sent que c'est un corps qui n'est pas habitué au travail de bureau. Enfin, comment est-ce que ce choix a été fait et comment est-ce que ça s'est passé, l'approche de cet acteur, etc. Au départ, il n'y avait pas de comédien. Alors, je n'avais pas de comédien en tête, parce que je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir un comédien en tête quand on écrit, parce que la personne peut dire non, et alors la déception est terrible. Et puis aussi, un exercice qui est extrêmement intéressant, c'est de confronter le scénario à différents comédiens, et se demander, voilà, qu'est-ce que le film raconte si c'est lui, qu'est-ce que ça raconte si c'est lui. Et d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à chercher le comédien, c'était un moment où Franck changeait d'âge à l'écriture. C'est-à-dire que je me demandais si Franck ne devait pas être plus jeune, plutôt 45 ans. Et après avoir discuté avec un ami qui travaille dans une grosse multinationale et qui m'a dit que l'élément le plus soumis, pas fragile, le plus soumis de sa boîte était l'homme de 55 ans. Parce qu'il avait construit une vie à un rythme tel qu'il ne pouvait plus s'en passer, mais aussi parce qu'il était trop loin de la retraite pour y aller directement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, en fait, il y a quelque chose dans cette fragilité qui est très fort, qui est très intéressant pour parler de ce dont on parle ici dans le film. Et je me suis donc tourné vers ces comédiens de cet âge-là. Et le critère, l'impératif absolu pour incarner Franck, c'était d'avoir un comédien qui allait faire l'exercice de ne pas essayer de sauver le personnage à peu de frais, mais aussi d'avoir un comédien qui n'allait pas non plus tomber dans l'autre versant, qui allait être celui d'en faire un monstre et de le caricaturer, d'en faire une incarnation pure du mal, et de s'en distancier comme ça. Et donc il fallait quelqu'un qui aurait le courage, parce qu'il faut quand même du courage, c'est un personnage qui commet un acte monstrueux, qui n'est pas quelqu'un de fondamentalement sympathique du tout, et il fallait quelqu'un qui ait malgré tout le courage de le comprendre et de faire l'exercice de ne jamais le juger. Et ça faisait partie de la filmographie d'Olivier. Et il avait aussi, enfin voilà, des personnages comme ça, il en a incarné dans le passé, il l'a fait brillamment. Voilà, c'est ce qui m'a aussi. Il y avait ça, et après, étrangement, j'étais gêné quand je suis allé le voir, parce que j'avais peur qu'il ait cru que j'avais regardé sa biographie sur Wikipédia pour écrire le personnage. Parce qu'il y a des points communs très forts, quoi.
Olivier Gourmet, c'est quelqu'un qui vit toujours dans le village dans lequel il est né, dans les Ardennes. Ses amis, c'est ses amis depuis qu'il a 8 ans. Il est resté très très proche de son passé de paysan. Alors, il a la carrière qu'on connaît, c'est un grand comédien, mais il a toujours voulu rester connecté à ça. Et voilà, c'est aussi un père de famille, c'est quelqu'un qui a aussi énormément travaillé, qui du coup devait aussi souvent partir loin, etc. Et en fait, tout ça, il allait pouvoir l'utiliser pour nourrir ce personnage. Et alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais lu le scénario, ce qui est assez extraordinaire, c'est un premier film. Et puis, alors là, j'ai beaucoup de chance qu'ils le lisent. Et puis, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais vraiment rassuré, parce que voilà, on s'est mis d'accord, c'est là où on a mis en place les termes dans lesquels on traiterait ce personnage-là. Et on s'est vraiment rencontrés sur une certaine vision de l'homme, en fait. C'est-à-dire que lui et moi, on se disait que c'était assez facile de se dire humaniste quand on représentait l'homme sous son plus beau jour, mais que c'était quand même plus intéressant, et c'était peut-être ça le vrai humaniste, d'essayer de comprendre l'homme avec sa part d'ombre et de lumière. Et qu'artistiquement, en tout cas, c'était beaucoup plus intéressant. Et ça a été les termes du début du travail. C'est quelque chose qu'il a fait tous les jours. Tous les jours, il a eu cette rigueur de comprendre Franck. Et voilà, c'était un travail très... Voilà. Je suis très heureux qu'il ait eu la rigueur de suivre cette route-là, qu'il n'ait jamais... face à la peur, parce qu'on doute toujours quand on joue, il y a toujours des moments de la peur, il y a toujours des moments où ce serait facile de commencer à se désolidariser du film, de se désolidariser du réalisateur, etc. Et lui ne l'a jamais fait, il a suivi sa route jusqu'au bout. C'est quelqu'un de vraiment très très intègre dans le travail, c'est quelqu'un de très intègre. Et l'idée de situer le film dans ce domaine du fret maritime, enfin, que je trouve très belle parce qu'elle permet une ouverture vers un imaginaire fantasmé d'abord, et puis ensuite j'ai le mot explosion en tête, mais c'est pas du tout ça, mais voilà, ce départ à la fin, enfin, cette ouverture à la fin. Cette idée-là, c'était aussi quelque chose qui préexistait, ou ça t'est venu, enfin, je veux dire, à l'écriture? Tout ça faisait partie vraiment des fondamentaux du projet, c'est-à-dire que ce travail-là et le voyage à la fin ont été là dès le départ. C'est vraiment les seuls éléments qui étaient là dès le départ. La famille, Franck, son travail et ce voyage à la fin étaient les éléments de départ. Mais ce film-là, j'ai commencé à l'écrire il y a très très longtemps, il y a 7 ans. Et il avait une forme différente, il avait la forme d'un film choral, un film avec 3 histoires qui ne se croisaient pas d'ailleurs. C'est un film qui aurait duré 3h30 et que j'ai passé à peu près 4 ans à essayer d'écrire, et qui s'appelait Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient. Et ceux qui et donc ceux qui travaillent et ceux qui travaillent, ceux qui combattent, ceux qui prient, ça fait référence à la construction de la société médiévale, en fait, avec ceux qui travaillent, qui étaient les paysans, le tiers-état, qui nous nourrissent, ceux qui combattent, qui étaient les nobles, la noblesse, qui nous défendaient, et ceux qui prient, le clergé, qui s'occupait de notre vie spirituelle. Et l'idée de ce projet initial était de voir qui, aujourd'hui, remplissait ces grandes fonctions. Et puis au passage, c'est un film qui interrogeait aussi la place de l'individu, c'est-à-dire que l'idée était de dire que dans une société traditionnaliste, chacun savait quelle était sa place, chacun savait quel était son rôle, à quoi il servait dans la société, dans le collectif. Alors que le prix à payer pour être dans un monde libre et démocratique était celui du doute, de ne jamais être certain d'avoir trouvé sa place, de jamais être certain qu'on sert à quelque chose, de jamais être certain d'être là, qu'on ne pourrait peut-être pas aller plus haut. Donc, voilà. Même si on a trouvé notre place, on nous fait toujours sentir qu'on pourrait aller plus loin. Et donc c'est à nous de nous comporter comme des adultes et de réussir à définir le cadre dans lequel on veut bien s'inscrire. C'est très difficile et c'est un peu anxiogène. Donc ça parlait de cette angoisse-là. Et donc ceux qui travaillent est en fait extrait de ce projet initial et répond toujours à la question qui aujourd'hui nous nourrit. Et cette question, on y répond en se demandant qui remplit littéralement les rayons de nos supermarchés. Et donc, dès le départ, c'était un film sur la consommation. Et je me suis intéressé aux chaînes logistiques qui nous amenaient la nourriture. En lisant un livre de Alain de Botton qui s'appelait Splendeur et misère du travail, où il expliquait
le parcours d'un poisson pané depuis l'assiette d'un enfant d'Angleterre jusqu'au pêcheur dans les Philippines. Il racontait chaque étape entre deux. Et je trouvais cette approche très intéressante. Et je me suis arrêté sur ce travail de shipbroker. Et j'ai commencé à m'intéresser à leur boulot. Parce que déjà, en fait, on a chez nous, en Suisse, à Genève, où se passe le film, on a beaucoup de compagnies maritimes, de shipping, qui ont leur siège. Alors qu'en fait, on est entouré de montagnes, il n'y a pas d'océan. Et exactement, on n'a pas de mer. Et donc ça faisait déjà rigoler, et déjà ça racontait quelque chose sur notre monde, quelque chose de très contemporain. Puis après avoir discuté avec les gens qui travaillaient là-bas, j'ai été tout de suite happé par rapport à ce que vous disiez sur l'ouverture, voilà, hyper intéressé par le rapport qu'ils avaient à leur boulot et à leur navire surtout. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils placent leur navire au bon endroit, au bon moment, pour faire des bénéfices. Un peu comme à la bourse, quand on achète et qu'on vend, ils doivent hedger, comme ils disent. C'est-à-dire c'est un travail extrêmement stressant, ils doivent absolument faire des marges, etc. Et il me disait souvent qu'arrivait un moment où ils oubliaient que derrière les points sur la carte, il y avait des vrais navires. Et de temps en temps, ils en étaient rappelés. S'il suffisait qu'il y ait des grosses intempéries, je ne sais pas où, ou même si c'était l'anniversaire du capitaine, par exemple, ben d'un coup, voilà, il y avait des événements qui se produisaient sur le bateau, ou un homme qui m'a raconté qu'il y avait des rhinocéros qui étaient montés sur le pont en Afrique, c'était complètement fou. Et il me disait à ce moment-là, ce bateau qui était un petit point devient un vrai navire avec des vraies marchandises dessus. Et ce rapport-là, c'est un rapport de d'une illusion de virtualité en fait. Ils ont l'illusion que derrière il n'y a pas de bateau. Et je trouve intéressant parce que ça parlait très très bien du rapport que nous on pouvait avoir aux biens de consommation. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir l'illusion que des biens apparaissent sur les supermarchés, il suffit qu'on les désire et ils apparaissent dans les rayons des supermarchés. Et puis on pourrait s'imaginer, se surprendre à croire que derrière il n'y a rien. Et en fait cette pensée-là est extrêmement violente. C'est parce qu'on dit tout est virtuel, etc. aujourd'hui. Mais en fait, si tout était virtuel, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de violence derrière nos actes de consommation. Or, c'est le cas. Et ça a commencé à poser cette question-là de l'aveuglement volontaire. À quel point est-ce qu'on met la tête dans le sable? Qu'est-ce qu'on ne veut pas regarder? Et quels sont les mécanismes par lesquels on peut aussi accepter les compromis qu'on est obligé quasiment de faire aujourd'hui? Et qui est une question qui est aussi très présente dans la société genevoise, parce que voilà, j'ai aussi beaucoup d'amis qui... Voilà, on a grandi, maintenant on a 35 ans, et ils commencent à bosser dans des grosses multinationales. J'ai des amis chez Philip Morris, chez Glencore, qui sont les pires de la Terre, quoi. C'est juste hallucinant. Ils ont toutes les mines et les matières premières. Et puis leur rapport à leur boulot me fascine parce que un de mes amis me dit, voilà, aujourd'hui j'ai formulé la clause numéro 250 d'un contrat pour ouvrir une mine en Afrique. Et je sais qu'il y a il y a sûrement des gamins qui bossent dedans. On sous-traite, alors je sais pas trop, mais en fait j'en suis intimement convaincu. Et puis je rentre à la maison, et puis voilà, mes enfants sont contents de me voir, mes parents sont fiers de moi, je vais gagner 15 000 € à la fin du mois, et tout le monde me dit que j'ai réussi. Voilà, je suis super, je suis avocat, c'est génial. Rien ne me dit que ça ne va pas. Je suis seul face à ce malaise. Et je trouvais ça très intéressant. et ça touche, enfin voilà, tout le monde peut être touché par ça. Enfin, on est très vite confronté à ça en fait. Bonsoir. Est-ce qu'à travers de votre film, vous vous estimez lanceur d'alerte? Et deuxième question, est-ce que vous avez reçu des pressions de certains lobbyistes? C'est quand même un film effectivement qui parle du capitalisme. Comme vous le dites, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde a conscience que des enfants travaillent effectivement pour remplir les rayons qu'on a. Moi, la première, j'achète aussi, c'est pas le souci. Enfin, si, c'est le souci, effectivement, quand il y a des morts, effectivement. Donc, effectivement, est-ce que vous vous considérez comme lanceur d'alerte ou est-ce que vous voulez que votre film soit perçu comme tel? Et est-ce que vous avez reçu une certaine pression de certains lobbyistes? J'ai reçu aucune pression. C'est aussi un travail que j'ai fait en collaboration avec pas mal de monde qui bossait dans ce milieu-là. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir à quel point les gens à l'intérieur de ces structures désapprouvent de la finalité de ce qu'ils font. Enfin, on arrive dans un endroit très, très compliqué, mais j'ai jamais reçu de menace parce que je ne pense pas que, hélas, un film comme ça puisse vraiment mettre qui que ce soit en danger. Lanceur d'alerte, non, parce que c'est de la fiction.
même s'il y a des choses qui sont très vraies, qui sont très documentées, des choses extrêmement choquantes d'ailleurs. La fin en soi n'est pas vraiment de dénoncer quelque chose dans le réel, mais c'est plutôt de nous confronter à un questionnement. C'est-à-dire que là où le film veut nous rendre vigilants, c'est au rôle que nous jouons tous dans la violence de ce système-là. C'est un film qui est construit de sorte à nous inviter à nous demander, en tout cas à arrêter de croire que tout est de la faute du système, d'arrêter de nous désolidariser du système. En fait, c'est ça qui m'intéressait. Je me suis dit que le truc qui me faisait le plus peur après avoir réfléchi à toutes ces questions-là, c'était la facilité avec laquelle, et moi le premier, on pouvait se désolidariser du système et pointer l'autre du doigt. Un des éléments un peu importants dans le processus de l'écriture de ce film, c'est un moment où j'ai croisé un homme en costume cravate qui sortait du quartier des Banques à Genève, et que, en le voyant, je me suis dit que cet homme était responsable de tous les problèmes du monde, et que les gens comme lui et lui-même devaient tous disparaître de la planète, et qu'il ne devrait rester que des gens comme moi, des artistes, et que tout irait mieux. Voilà. Les choses qui se passent dans nos têtes, hein, des fois. Et je me suis dit, 5 secondes après, je me suis dit, mais c'est incroyable que tu sois aussi bête. Comment c'est possible que tu te dises ça? C'est tellement stupide. Et en même temps, je pense que ça dénote une vraie manière qu'on peut avoir de penser. Et là où c'était violent, c'est qu'en fait, je considérais cet homme comme étant fondamentalement autre. Et j'oubliais que, en fait, on avait un futur commun, un destin commun, qu'on vivait dans le même monde, et que, du coup, il était possible que ma manière d'agir, et même extrêmement probable, que ma manière d'agir, ma logique, mes désirs, alimentaient complètement son activité. Et voilà, j'ai un téléphone là dans ma poche qui est fabriqué en Chine, avec des métaux que mon ami de chez Glencore a peut-être aidé à faire prendre par des enfants. Ils sont fabriqués en Chine dans des usines où il y a des gamins où il y a des usines qui sont faites par des architectes qui font en général des zoos plutôt que des usines pour pas que les employés puissent se tuer. Donc j'ai ça dans ma poche, et puis en même temps je me dis que le problème c'est lui, c'est ce type en costume cravate. Je me suis dit, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à... En fait, si tu veux faire du cinéma, il faut que tu arrives à comprendre l'autre. Il faut que tu arrives à voir en quoi on est tous un peu quand même les mêmes. Voilà. Donc le projet, il est beaucoup plus... artistique, mais il y a une ambition derrière qui n'est pas juste de pointer du doigt les problèmes du monde. Bonsoir, merci pour ce film que je trouve vraiment super intéressant. Alors je reviens sur ce que vous avez dit au début, qu'un bateau ça peut être un point sur une carte, et je trouve qu'on sent très très bien cette dichotomie entre sa vie de famille et sa vie au travail, et c'est pour ça que c'est pas tellement étonnant qu'il propose de supprimer le clandestin, parce qu'en définitive c'est pas tellement incarné, quoi. Enfin, moi je l'ai senti comme ça. Et d'autre part, je voulais dire que j'ai pensé à plusieurs films. Là, je parle plutôt du côté cinématographique que du côté contenu. Évidemment, Olivier Gourmet, on pense tout de suite aux frères Dardenne. Donc, je le voyais de dos, ce qui est quand même la patte des frères Dardenne, et avec sa stature imposante. Et je pensais aussi à l'emploi du temps, parce que je trouve que dans le film, il y a pas mal de suspense, c'est-à-dire quand il n'arrive pas à dire à sa famille qu'il a perdu son travail, qu'il prend sa voiture le matin et qu'en fait il revient chez lui. Donc ça m'avait fait penser à l'emploi du temps, d'après le livre d'Emmanuel Carrère. Je sais qu'il y a eu 2 films là-dessus. Et donc j'ai beaucoup aimé le suspense qu'il peut y avoir, enfin, lorsqu'il prend son fusil, et enfin, jusqu'au bout on se demande ce qu'il va faire, quoi. Donc je trouve que c'est très réussi. Merci. Et oui, et vous parliez de la victime de ce crime, qui n'est jamais vue, effectivement. C'est le paroxysme de l'invisible. C'est-à-dire, voilà, c'est un homme, la question terrible que pose le film, c'est celle-là. C'est quelle importance a eu l'existence de cet homme? Est-ce que sa vie perdue a eu le moindre impact sur quoi que ce soit? Question ouverte. Et
Et c'était, oui. Je ne sais pas si vous avez pensé aux frères Dardenne. Alors les frères, évidemment, en fait, le langage du film, c'est le langage du cinéma social. Et c'est celui des frères Dardenne, mais c'est aussi celui de Ken Loach et d'autres, en fait. Alors après, moi j'ai étudié en Belgique et j'ai vécu là-bas 10 ans, donc leur cinéma a complètement influencé, et le fils notamment, effectivement, a énormément influencé, mais plus que dans la manière de filmer, dans l'écriture, a influencé beaucoup le film, de par l'utilisation qu'ils font de l'ironie dramatique. C'est-à-dire dans le fils des frères Dardenne, on a un film qui dure 1h30 où rien ne se passe. Et pourtant, on regarde tout ce qui se produit avec une attention incroyable. Et c'est uniquement parce qu'il y a des mécanismes d'ironie dramatique. C'est-à-dire que Olivier Gourmet de donner des cours de menuiserie à un garçon qui a tué son fils. Mais le garçon ne le sait pas. Mais nous, on le sait. C'est comme ça que ça marchait. Et donc on n'a jamais regardé quelqu'un couper des planches avec autant de tension que dans ce film-là. Et ça, c'est un vrai apprentissage parce que en soi, couper des planches n'a aucun intérêt. Mais c'est la manière, ça nous permet de donner à voir des choses de manière très singulière. Et ici, dans le film, il y a une utilisation très fréquente, et ça rejoint l'histoire aussi du mensonge. C'est-à-dire que pour avoir de l'ironie dramatique, l'ironie dramatique, c'est quand au moins un personnage de la scène en sait plus ou moins que le spectateur. Mais en l'occurrence, moins. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est Hitchcock, c'est un grand mécanisme. Enfin, ça existe déjà dans la tragédie grecque. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne regarde plus des scènes anodines. Par exemple, quand la petite, quand sa fille, quand il rentre du travail et que sa fille lui demande "Papa, tu manges avec nous?" et puis qu'il dit "Non, j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler." Et puis il va manger son sandwich dans son bureau. C'est une scène qui, hors du film, n'a pas grand-chose, en fait. Si je vous la montrais hors du film, on n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On se dirait c'est une représentation de la vie ordinaire, bourgeoise. Mais pourtant, du moment que l'on sait ce que l'on sait, du moment que l'on sait qu'il n'a plus de travail, et pourquoi il n'a plus de travail, on commence à la regarder de manière très orientée. C'est-à-dire quand il dit à sa fille "J'ai pas le temps de manger avec toi", et on sait qu'il ment, et on se demande pourquoi est-ce qu'il ment, pourquoi est-ce qu'il pourrait quand même dire la vérité, pourquoi est-ce que moi je dirais la vérité ou non. Et ça va jusqu'au décor, c'est-à-dire qu'on va plus ce décor de la classe dominante très, très standard, bourgeois, on va le regarder avec un regard très orienté, parce qu'on va se dire, en fait, ce canapé, cette télé, cette piscine, tout ça est teinté du crime qu'il a commis. Et on va tout le temps se demander, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est damné? Est-ce que c'est pour ça qu'on se damne? Est-ce que ça en vaut la peine? Et en fait, on regarde cette scène, alors qu'elle n'a rien de plus que quand je vous la montrais hors du film. En elle-même, elle n'a rien de plus. Mais ça permet de donner une position très particulière au spectateur. Le spectateur est invité à donner sens à ce qu'il voit, à essayer de projeter ce qu'il sait sur ce qu'il voit. Et la caméra qui suit, elle est aussi là pour donner une certaine position au spectateur, une place de... C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cinéma de divertissement, c'est un peu le contraire. Ici, c'est un cinéma qui vous invite à faire sens de ce que vous voyez, qui vous invite à pas vous asseoir dans le fond de votre siège en attendant que ça passe. Et le langage du cinéma naturaliste passe toujours par une caméra qui est en retard sur le personnage. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, filmer une tasse à café, et puis ensuite, Franck irait la prendre. Et ça suggérerait que la caméra est omnisciente, qu'elle sait déjà où il va aller, et donc que le narrateur connaît la vérité. Or ici, c'est important qu'on ait un langage qui soit plus proche du documentaire, qui soit un langage où on ne sait pas, le narrateur ne sait pas ce qui va se produire. Et voilà, donc ça c'est toute une série de mécanismes pour donner une position assez particulière au spectateur. Et c'est important que moi je ne sache pas ce que vous devriez penser à chaque moment. Il y a plein de scènes qui ont été écrites de sorte, j'ai beaucoup travaillé pour ne pas savoir exactement de manière arrêtée ce que raconte, ce que pense le personnage. Je dois savoir quelles questions je pose, mais je ne dois pas donner la réponse. Et même pas la connaître. C'est intéressant, ça m'a l'air d'explorer aussi ce qui est, d'explorer les possibilités des représentations de réalité qu'on peut faire. Il y a beaucoup de plans où on voit ce visage, le personnage ne dit rien, et c'est au spectateur de
de se demander, voilà, moi je ne sais pas si Franck se sent coupable ou pas, par exemple, dans cette scène-là. Et c'est extrêmement intéressant de le laisser ouvert et de se dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez, en fait? Je voudrais revenir sur l'incarnation et la désincarnation avec une scène que j'aime beaucoup, où il rencontre le capitaine Pavel, donc il le reconnaît par la voix, et où là il y a à la fois, enfin ça marche dans les deux sens, quoi. On prend la chose dans l'autre sens, et on voit que pour Pavel, à ce moment-là arrive l'incarnation d'un monde qui est aussi très loin pour lui et très abstrait dans une espèce de jeu de miroir comme ça. Et puis de l'homme qui lui a ordonné de tuer quelqu'un. Enfin, je la trouve extrêmement riche. Je voulais savoir comment tu l'as pensé. Oui, mais c'est un moment où ces deux bulles se rencontrent, en fait. Et après, il y a un procédé, c'est la fin d'un processus, quoi. C'est-à-dire que dans le film entier, on est dans ce quartier bourgeois, dans cette... Aussi un autre truc, c'est que tout le film, tout le film est filmé avec une lentille de 50 mm. C'est une lentille assez serrée, donc on n'en voit jamais large, on voit jamais. C'est aussi ce qui donne cette texture-là à l'image. On ne peut pas vraiment avoir de plan large. C'est un peu comme si on avait des œillères, en fait. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a un hors-champ, il y a un truc qu'on ne voit pas, qui est une manière de parler de la violence qui est hors-champ, de cette virtualité. C'est un peu à l'image des haies dans ces quartiers bourgeois. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, en l'occurrence. Et on est complètement plongé dans ce drame avec le personnage. Et d'un coup, le film nous amène à sortir de cette bulle-là, de ce monde-là, et d'aller vers le concret, vers le réel qui peut se cacher derrière. Et on découvre toute la machine qui est donc ce processus qui est guidé par ce voyage avec sa fille. On découvre chaque étape. Et là, le film d'ailleurs change de lentille. Là, on est dans une lentille avec un plan large. Et le film change de langage aussi. Il nous pose une question avec ce changement de lentille. On veut perdre le personnage au milieu de cet énorme port, cette énorme machine de distribution qu'est le port. Et d'un coup, se demander si ce drame, qui était omniprésent, a en fait le moindre impact sur quoi que ce soit. Le drame de Franck et le drame qui est celui du crime qui a été commis. Donc cette question qui est très violente. On devait donc, la promesse est donc d'aller vers le concret. Alors on aurait pu remonter jusqu'à un pêcheur philippin, comme dans le livre dont je vous parlais. Mais d'une certaine manière, j'avais l'impression que la dernière étape pour Franck était plutôt de voir les hommes qui ont commis le geste. Parce que bon, la suite de la chaîne, on peut l'imaginer. Hein, mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passerait s'ils voyaient ceux qui ont commis le geste? Et c'était intéressant. De nouveau, c'est une séquence qui est une question. Je me dis, qu'est-ce qui peut bien se produire à partir de là? Ça me semblait être la fin évidente. Et je me disais, voilà, c'est évident que Pavel, la première chose qu'il veut faire, c'est lui mettre un coup de poing au visage. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il peut absolument pas. Parce qu'il est tout à fait complice. Et à un moment où c'est très désarmant, c'est un moment très désarmant où, en fait, finalement, on n'aura que vu l'autre. Et on aura vu aussi que l'autre a souffert peut-être de la même chose que nous. Voilà. Alors, est-ce que ça, en soi, c'est une réponse? Peut-être, mais voilà, en tout cas, une espèce de non. Et le film s'arrête sur des questions. C'est-à-dire qu'on a des questions qui sont des questions précises, graves, mais qui de nouveau vous invitent à faire sens de cette fin, un aspect assez contemplatif, et on vous invite à faire sens de ce que vous avez vu. À un moment, quand il y a le voyage avec sa petite fille, on se dit que il veut lui montrer l'absurdité de tout ce commerce. Mais pourtant, à la fin, il va signer le contrat. Et on sait très bien que ce contrat, il va peut-être amener encore à des morts, à des choses terribles. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Oui, c'est pour ça que ça pose question. L'idée, c'est vraiment de... Je pense qu'on a tous envie qu'ils jettent ce contrat à la poubelle. Voilà. C'est ce qu'on a tous pensé aussi. Et en même temps, bon, si j'avais fait ça, je vous aurais vraiment donné des réponses. Qui auraient été d'ailleurs des réponses simples à des problèmes très compliqués.
j'aurais pas très bien vécu. Mais en plus, voilà, ce que moi j'observe autour de moi, en tout cas c'est la réflexion que vous propose le film, c'est qu'on a tous très, très bien conscience de ce qu'il faut faire. On sait tout ce qu'on doit faire. On doit manger bio, on doit manger local, on doit faire ci, on doit faire ça. Tout ça, c'est très clair. Mais pour moi, c'est pas le problème. Le problème actuel, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Le problème actuel, c'est de savoir pourquoi on le fait pas. Et ici, la question qui est posée à la fin, qui est une question extrêmement violente et qui est supposée l'être et qui devrait nous confronter aussi à la violence de notre manière d'être, c'est la question de notre inertie. C'est la question de combien de temps est-ce qu'on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer à agir comme on agissait? Est-ce que cette famille va réussir à continuer à vivre comme ils vivaient? On n'en est pas sûr, le film ne nous l'affirme pas. Les lectures de la fin sont vraiment tout à fait multiples. Et l'idée, c'est que ce soit une fin qui soit assez gênante pour qu'on doive en discuter après, qu'on doive se poser la question pendant longtemps. Et ce qui me gênait vraiment avec une fin où, par exemple, il jetterait son corps par la poubelle, ou même une fin où il se tuerait d'ailleurs, hein, c'est des fins qui clôturent la réflexion, qui nous disent la réponse. Et il y a aussi un truc qui m'intéresse, c'est que je me suis posé très longtemps la question de cette fin. Et je voyais bien que dans la fin où il renonce, je mettais les pieds dans une espèce de commerce de l'espoir. Je commençais c'est vendeur en fait de faire ça, c'est-à-dire que je savais que si je le disais, tout le monde sortirait et disait ouais, non, mais c'est vrai, il suffit de dire non, puis le monde ira mieux. Et il y avait quelque chose qui me semblait hyper sournois là-dedans en fait. C'est-à-dire que, et au fur et à mesure, j'ai pensé, puis j'ai compris ce qui me gênait là-dedans, c'est qu'en fait, le film déjà, si moi je le voyais, m'aurait dit ce que je pensais déjà au début du film. Et donc on aurait eu un film social qui remet en question la consommation, mais qui en fait me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et en plus, c'est un message, c'est une idée qui est plutôt de gauche, et j'avais l'impression que on pourrait finir avec un film de gauche qui dit à des gens de gauche qui pensaient déjà avant d'entrer dans la salle et que tout ça, je me suis dit à quoi ça rime en fait de nouveau. Puis le moindre mec de droite, il n'ose même plus rentrer dans un cinéma parce qu'il n'y a que des films comme ça. Mais surtout, je me suis dit en fait, tu fais un film qui critique la consommation, mais qui va devenir un bien de consommation lui-même. C'est un peu sournois. Et, voilà. Et ça clôt vraiment la réflexion. Et en plus, je ne pense pas qu'il suffise de dire non. On va vous répondre très spécifiquement à l'hypothèse de jeter le contrat. Bon, tout comme se tirer une balle, je pense que c'est pas du tout. En fait, c'est trop facile de se tirer une balle parce que d'ailleurs, il ne le fait pas parce qu'il y a sa fille. C'est-à-dire que, en fait, se tirer une balle n'est pas une solution parce qu'il y a encore un futur. Et dans un monde où il y a encore un futur, on a encore plein de choses à faire. On a des responsabilités, au moins envers ceux qui viennent après. Et puis l'idée de dire non, et de jeter le contrat, c'est quelque chose que j'ai entendu surtout chez des gens qui bossaient dans le pétrole. C'est-à-dire, j'étais très perturbé. Et je me suis dit, il y a un type qui bosse dans le pétrole et il me dit ouais, les années que j'ai passées dans le pétrole, je me souviens de la violence au travail et de la violence dans la famille. Tout ce dont je me souviens, c'est la violence au travail et la violence dans la famille. La violence dans la famille parce que je ne peux pas leur dire ce que je faisais pendant la journée. Et il me dit, j'en pouvais plus. À 45 ans, j'ai tout plaqué, je suis devenu consultant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en disant ça, tu penses que tu as arrangé quoi que ce soit, en fait. Il avait juste laissé sa place à un mec plus jeune, plus fou. Et le problème, c'était même pas lui, c'était même pas sa boîte. C'est-à-dire que si lui arrête, quelqu'un prend sa boîte. Si sa boîte ferme, il y en a une deuxième, la même, qui repousse le lendemain. Le problème, c'est qu'on veut du pétrole. Donc, à mon avis, la question, elle est ailleurs. La question, ce serait plutôt celle de nos désirs, et c'est ce qu'interroge le film, ou une des choses qu'interroge le film, c'est qu'est-ce qu'on veut, quel est notre rêve, quel était le rêve de Franck. Est-ce que ce rêve, en fait, suffira à le rendre heureux? Et voilà, là, on est dans un rêve totalement consumériste. Il a suivi les rails de cet idéal-là, et on voit bien que tout ce qu'il a construit, c'est un enfer. Il a fabriqué une vie dans laquelle il n'a plus de place. Il a fabriqué une famille qu'il n'aime pas, qu'il n'aime plus. Il voulait sauver ses enfants
les préserver du manque, mais en fait il en a fait des petits bourgeois qui méprisent. D'une certaine manière, il a sacrifié tellement au travail que lui-même n'a plus de place dans sa propre existence. Et même, c'est quelqu'un, je pense, qui ne s'est pas demandé s'il était heureux depuis très longtemps. Et une de mes théories qui me regarde, hein, mais c'est qu'un homme heureux n'aurait jamais commis ce crime. Il aurait laissé l'entreprise payer le prix. Et peut-être se faire renvoyer pour ça d'ailleurs, hein, mais c'était peut-être pour le personnage une manière de se demander, de remettre en question toute sa vie. Oui, bonsoir. Oui, je ne vais pas intervenir sur le film que j'ai trouvé tout à fait important. Mais c'est que ça fait des années qu'on assiste à des débats et que c'est la première fois que j'ai une leçon de cinéma de cette qualité. Merci. Merci. Je suis professeur de cinéma. Merci, monsieur. Juste en écho à ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a une réflexion qui résume tout dans le film, c'est la réflexion du fils quand il revient du concert, où en fait il apprend son père qu'il est au courant du crime, et visiblement il en a parlé en plus à ses copains. Il le réprouve visiblement, et en même temps il lui dit t'as intérêt à assurer au niveau fric. Alors ici, on a toute l'hypocrisie de... Il y a un truc qui m'intéresse avec sa famille, c'est qu'en fait ils sont un peu comme nous. Enfin comme moi au début, quand j'ai croisé ce type en costume cravate, c'est que ils vont très facilement le pointer du doigt, Franck. Qu'on a d'ailleurs appelé Franck parce qu'en référence au monstre de Frankenstein en statue. L'idée c'est que ce soit une espèce de monstre, mais qui fait ce qu'on lui a demandé, mais en même temps on va toujours le considérer comme un monstre. Et en fait j'aime bien cette idée que la famille entière le pointe du doigt, se désolidarise de lui, etc. Et en oubliant totalement qu'il profite de cette logique depuis toujours. Et puis après voilà cette phrase de on est prêt à se passer de père mais pas de notre niveau de vie. Bon, je pense qu'il y a un moment où il règle ses comptes, et peut-être qu'il exagère, mais c'est intéressant aussi à lire de notre point de vue sur la question que moi je me pose en voyant cette scène-là, c'est qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour changer le monde. Et je crois pas grand-chose. C'est ça qui est, enfin, ce qui est terrifiant, c'est que, je sais pas, hein, mais en tout cas, ce qui est terrifiant, c'est que ce soit même une question légitime. Et voilà, en tout cas, c'est ce qui est mis ici sur la table. Moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est la relation avec sa femme, que j'ai trouvée assez ambiguë. On se demande s'il aime ou pas. Au début, elle brille par son absence. Et enfin, elle apparaît quand il avoue qu'il a perdu son travail. Donc j'aimerais que vous expliquiez un peu votre démarche. Alors, ce que j'avais en tête, c'était que elle et lui, en fait, ont connu une vie différente. Ils viennent les deux d'un milieu plus simple. Et avec le plus grand fils aussi, qui était aussi assez âgé pour se souvenir de cette époque-là. Et ensemble, ils ont réussi, elle l'a aidé à monter les échelons, et ils se sont organisés dans ce modèle très, très traditionnel de la famille, quoi, qui est celui qu'ils ont connu. Et elle, rapidement, a eu plus de temps que lui pour penser, pour se sociabiliser, pour se cultiver, pour en fait aussi connaître la différence entre ce qui était éthique, ce qui n'était pas, ce qui était bon, ce qui était mauvais. Alors que lui a pu juste rester le même. C'est-à-dire qu'avec cette espèce de logique de bête de somme qu'il a pu avoir pendant des années, tout ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il a pu remplir son rôle, il a pu trouver sa légitimité dans la famille uniquement par le travail. Et ça m'intéressait d'avoir à côté de lui quelqu'un pour qui les choses étaient assez claires au départ. C'est-à-dire qu'en fait, elle savait qu'il s'était trompé, elle savait qu'il aurait pu faire les choses autrement. Elle savait au moins, là où il a été aveugle, par exemple, c'est un endroit qu'elle pointe du doigt, c'est qu'en fait, il aurait pu tricher, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de commettre un crime pour tuer cet homme, il aurait pu commettre un crime pour le sauver. Chose qui est peut-être le seul cas de figure viable duquel il a été aveugle. Et donc, elle, on est au paroxysme de cette idée de
aussi, donc pour elle tout est très clair, mais en même temps, le point qui reste aveugle chez elle, c'est celui du fait qu'elle profite de sa logique, de cette violence depuis toujours. Et voilà, quand je parlais de cet homme qui me disait « je me souviens de la violence dans ma famille, de la violence au travail, de la violence à la famille », c'est terrible de laisser quelqu'un vous protéger de la violence de son travail. Donc elle a aussi un rôle, une lâcheté terrible. Elle doit aussi travailler avec, avec la violence de cette situation-là. Voilà. Après, on ne sait pas ce que signifie cette caresse à la fin. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film également. Alors moi j'ai une scène qui m'a beaucoup marquée, c'est parce qu'en fait il est très très réservé dans la capacité de pouvoir communiquer émotionnellement ou même dans le quotidien, si ce n'est peut-être avec sa plus jeune fille. C'est la scène où il livre un souvenir de quand il était enfant. Et a priori très spontanément, enfin on ne voit pas trop de perche qui lui est tendue, et où tout le monde reste un peu sidéré par son récit. Je l'ai trouvé très humain, ça m'a beaucoup étonnée, et finalement en disant les mots et en racontant son histoire, il fait le constat aussi de ce qu'il a fait de ses enfants, de ce qu'ils ont fait de leurs enfants, et là où ils les ont emmenés, et cette espèce de solitude, de besoin de consommer, de manque de relations. Voilà. J'ai trouvé cette scène très très forte. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est une scène qui n'est pas, effectivement, comme vous le dites, elle n'est pas justifiée par quoi que ce soit. Il n'y a pas de perche qui est tendue. C'est une scène qui était d'ailleurs très très dure à tourner pour Olivier, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le personnage le faisait. Olivier qui était vraiment dans la peau du personnage du début à la fin du tournage. Il me disait, mais en fait, j'ai peu de choses à qu'elle m'accrochait pour me dire, mais pourquoi dit-il ça ? Et sa question est tout à fait légitime, parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle il le dit. C'est quelque chose d'assez arbitraire, et en même temps, d'étrangement, c'est quelque chose que je trouve beau, en fait, de la part du personnage, et généreux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se lance dans quelque chose, dans mon esprit, en tout cas, il se lançait dans une explication, il ne savait pas où il allait atterrir, il ne savait pas où il allait finir avec cette histoire. C'est un moment où il se dépasse lui-même, et en même temps, il donne l'opportunité à ses enfants de voir qui il est, c'est-à-dire d'où il vient. Chose qu'on imagine qu'il a beaucoup occultée, en fait. Alors, il y a cet aspect-là des choses, et il y avait à l'intérieur de ce qu'il a raconté, il y avait quelque chose qui m'intriguait aussi beaucoup, c'était de savoir ce que ses enfants allaient entendre. En fait. C'est-à-dire que dans ce dont il parle de quelque chose qui est le manque, quelque chose qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, si on a un problème, c'est celui de l'excès. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'appelle le manque, duquel on échappe, duquel ce système nous préserve. Et je me demandais ce que son fils pouvait bien entendre de cette histoire-là, comprendre du manque. Et c'était important à un moment donné dans le film de mettre cette notion sur la table. Parce que c'est aussi une lecture intéressante qu'on peut avoir de cet énorme système. Si ce système est là pour nous préserver de notre peur du manque, la réponse est vraiment excessive. Je trouve intéressant, de nouveau, si on se pose la question de nos désirs et de l'impact de nos désirs sur le monde, on peut vraiment se dire que ce système-là raconte beaucoup sur notre peur du manque. Moi, je tiens à vous féliciter parce que votre film m'a beaucoup plu et le débat aussi me plaît beaucoup. Moi, il y a une scène qui m'a aussi beaucoup sensibilisée. C'est lorsqu'il rencontre son ancien collègue qui lui dit voilà, en fait, ils se sont servis de son erreur, de sa faute, pour le licencier parce qu'en fait, il coûtait trop cher à l'entreprise et que c'était le moyen de le licencier sans indemnité. Et on voit bien là les dures réalités du monde capitaliste, en plus de la consommation et tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Mais là, vous le pointez bien aussi, comme voilà, on se sert des gens, et ses collègues, à la limite, ils n'en avaient rien à foutre du malheureux clandestin qui était sur le bateau, c'est pas le problème. Et s'il y avait d'autres bateaux, ils feraient exactement la même chose sans problème. Mais là, ils se sont servis de ça pour le licencier, quoi.
C'est aussi, pour lui, je pense que ça aussi, on le voit à un moment, ça l'amène aussi à réfléchir quoi, sur la société et sur quel pion il a été dans ce système-là. Oui, tout à fait. Ce que je trouvais d'autant plus terrible, c'est que c'est au moment où il avoue, il dit « je m'en veux, je suis désolé, je demande pardon ». C'est-à-dire qu'en fait, il a assumé avoir fait une faute pour la première fois, et directement derrière, on lui dit « mais il n'y a pas eu de faute ». C'est-à-dire que, en fait, nous on s'en fiche, et maintenant c'est ton problème. Et je trouvais ça hyper violent, évidemment. Mais aussi, c'était important dans l'ensemble du film de dépeindre par touche un certain fonctionnement du monde. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait plusieurs acteurs responsables de ce crime. C'est-à-dire qu'au début, on croit que Franck est le seul à avoir commis ce crime. Et doucement, on se rend compte qu'il fait partie d'une boîte qui est en danger. D'ailleurs, il va passer un autre entretien d'embauche plus tard pour faire... En fait, donc, on attend de lui de l'espionnage industriel. Et on apprend à ce moment-là que ce type-là est en train d'écrabouiller la boîte où il était avant. Donc s'ils sont sous pression, c'est à cause de cet autre type. Donc c'est ce qui a peut-être pesé sur Franck à ce moment-là. Mais on pourrait aussi se dire que ses enfants et leur manière de consommer, notre manière... Et finalement, à la fin du film, nous, notre manière de réfléchir, ont participé à commettre cet acte. En tout cas, c'est une question qui m'a été posée. Et c'était important pour finir avec une certaine représentation du rapport qu'il peut y avoir entre l'individu et le système. C'est-à-dire que c'était important pour moi de ne pas avoir une représentation du monde qu'on peut retrouver dans certains films de ce type-là, mais pas tous, où on nous dit simplement que le système est bon, est mauvais, et écrase l'individu qui, au fond, est bon. Qui, pour moi, revient un peu au point de vue que j'avais sur l'homme en costume-cravate que j'ai vu, où je me suis dit, lui, c'est le problème, moi, j'y suis pour rien. Et cette vision-là me gêne à beaucoup d'égards, parce que déjà, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a représenté le monde comme ça ça signifie que l'on ne peut déjà que se plaindre, on peut rester impuissant, parce que la moindre action sera vaine, et on peut qu'attendre de se faire écrabouiller en déprimant. Et voilà. Et il y a un autre truc qui me gêne, c'est que je me demande toujours comment ça se fait que si les individus sont bons, comment ça se fait qu'ils aient construit un système qui soit mauvais. Il vient d'où le mal alors? Et la représentation qu'on fait dans ce film-ci, c'est plutôt la suivante, c'est-à-dire qu'on dit que les systèmes nous oppressent effectivement, nous aliènent effectivement, mais nous les construisons. Ce qui est assez culpabilisant, parce que ça dit qu'on est tous responsables, tous coupables, mais c'est aussi un point de vue sur le monde que je pense être porteur de beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que dans un monde où on est tous responsables, on peut changer les systèmes, ou on peut les faire bouger en tout cas, voilà. Ou même, rien que l'idée qu'ils soient à notre image a déjà quelque chose de consolant. Parce que ça veut dire que les vices du système ne sont pas étrangers, c'est le reflet de nos propres vices, et pas forcément de vices d'ailleurs, hein, c'est peut-être le reflet de notre propre humanité, nos propres ambitions, nos propres peurs, nos propres... voilà. Et en plus, ça nous dit voilà, que l'on ne peut pas rester les bras baissés. On doit endosser la responsabilité. C'est quelque chose qui est très fort par rapport à ça. C'est quelque chose que l'on ressent fondamentalement comme être humain quand on se retrouve avec des enfants. Quand on a des enfants, voilà, on se rend compte qu'on a une responsabilité énorme. Et à la fin du film, le fait que sa fille soit là parle vraiment de ça. C'est-à-dire que le rapport avec les autres enfants plus âgés est déjà foutu, il a déjà échoué. Mais avec elle, il peut encore changer les choses, il peut encore échouer d'ailleurs. Il peut échouer ou réussir. C'est ça, être responsable. Et... Alors oui, donc en fait, parce qu'elle est là, les choses sont encore mobiles, les choses sont encore à jouer. Et c'est comme ça que le film nous montre qu'il y a un futur. C'est-à-dire que si elle n'existait pas, ce personnage, le film nous suggérerait qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, tout est joué. Et l'idée qu'il y ait un futur, que les choses soient encore à jouer, elle est mobilisatrice, elle est terrible, mais elle nous mobilise, elle nous donne, elle
nous met dans une position d'absolue nécessité à faire quelque chose, à essayer, faire de notre mieux. Voilà. Donc c'était important d'être dans cette complexité-là de représentation. Et c'est aussi pour ça que Franck, personne ne lui a demandé de commettre le crime qu'il a commis. C'est-à-dire que ça vient de lui. Et après, le film joue à fabriquer un truc très compliqué de rapports, de relations, de cause à effet, etc. Donc on se demande, voilà, est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient pas de lui, et quel est qu'on puisse avoir un sentiment de fluidité entre le système et l'individu. Merci beaucoup. Je suis en pleine crise existentielle, j'ai votre âge, et je me posais un milliard de questions, et le film répond aussi à ce que je me posais. La question que j'aimerais vous poser, je suis un peu émue, c'est à un moment donné, il s'adresse à une jeune femme donc, qui lui constitue un profil pour qu'il puisse retrouver du travail et savoir se positionner aussi. Et en fait, il exprime non pas un regret moral, mais son hésitation, que s'il n'avait pas hésité en fait à le balancer dès le départ par-dessus bord, il n'en serait pas là. Et j'aurais aimé savoir pourquoi vous nous avez emmenés dans cette hésitation-là en fait, parce que c'est là où je me suis demandé s'il était vraiment humain et s'il avait perdu sa part d'humanité. Alors, après moi, peut-être que s'il n'avait pas hésité, qu'il avait balancé tout de suite, il serait fait renvoyer aussi. Ah non, pardon, oui, effectivement. Peut-être que là, ça c'est peut-être la seule manière qu'il aurait eu de s'en sortir, effectivement, c'est de balancer le gars tout de suite. Par contre, s'il ne l'avait pas balancé, je pense qu'il se serait probablement fait renvoyer aussi, parce que, à cause des coups. Non, voilà. Mais c'est vrai que s'il l'avait balancé tout de suite, personne n'aurait rien vu, personne n'aurait rien su. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, je vais faire demi-tour, puis en fait j'y vais quand même. Et c'était important pour moi parce que déjà ça disait, donc je disais tout à l'heure, c'est un peu dommage qu'on dise que le système est la cause de tous les maux, mais il y a aussi une idée qui est plutôt à droite du spectre politique, qui est un peu le pendant de cette idée-là, c'est que l'individu peut tout, qui est aussi une espèce de caricature. Et en fait, c'était aussi important que Franck ne soit pas non plus totalement maître de lui-même. On est dans la zone grise qui est entre les deux, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ce crime-là, il l'a commis, c'est une espèce de dérapage, c'est un acte manqué peut-être, ou en tout cas, sa main a tremblé. Et pour moi, au contraire, c'est ce qui le rend plutôt humain, c'est-à-dire que parce qu'il a douté, ça veut dire que voilà, ce n'est pas un calcul pur. Il y a un moment donné, il a eu un léger décalage par rapport à ce qu'il aurait fait s'il était une machine. Et, ouais. C'est le fait qu'ils disent oui. Après coup. Ouais. C'est le regret. Voilà. C'est le regret qui fait penser à Madame que... Voilà. C'est le regret de son hésitation. Ah, oui. Voilà. En tout cas, voilà. La seule chose qu'il regrette, c'est d'avoir hésité. Oui, c'est après coup, dit-il. C'est après coup. Et après, il y a aussi un autre truc qui est posé dans cette scène-là, c'est la question de la culpabilité. Du non, je ne me sens pas coupable. Il y a une question de nouveau, c'est un de ces endroits où est-ce que vous croyez, quand vous le voyez, qu'il ne se sent pas coupable? Est-ce qu'on arrive à croire que quelqu'un ne se sent pas coupable? Moi, personnellement, c'est très ça. Je pense qu'il ment à ce moment-là. Mais ça appartient c'est un endroit qui appartient aussi aux spectateurs. Mais mais d'autres gens me disent, mais évidemment qu'il n'en a rien à faire de ce type-là. Qu'est-ce qu'il en aurait à faire? Mais c'est un de ces endroits où on met en tout cas sur la table, mais on pose cette question-là. On dit voilà, est-ce que c'est possible de ne rien ressentir face à ça ou pas? Ou est-ce qu'il ment? Ou est-ce que voilà. Mais voilà. En tout cas, c'était un moment qui était intéressant pour moi de mettre tout ça à plat. Aussi d'avoir quelqu'un qui allait le regarder, à qui il allait devoir expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué avec les cadres à qui je parlais, quand ils me parlaient des bilans de compétences qu'ils avaient fait, etc., ils m'en parlaient, mais comme d'une psychothérapie, c'était vraiment la première fois qu'on les écoutait et qu'ils étaient regardés et qu'ils parlaient. Voilà. Ensuite, après, voilà, la question de savoir si Franck est un monstre, est un homme, voilà, c'est une question qui est très... Le film ne nous affirme jamais l'un ou l'autre. Et c'est à nous de nous demander ce qui nous semble crédible. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans ce genre de cinéma-là, c'est qu'on fait un cinéma qui doit ressembler à la réalité,
Et ce qui m'intéresse, c'est pas de dire la réalité, c'est comme ça. Je me demande, et d'ailleurs beaucoup de scènes, il y a beaucoup de trucs que je peux réécrire au tournage, il y a beaucoup de choses qui sont en questionnement dans le scénario, et je me demande, est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, il y a une valeur dedans. Et pourquoi est-ce que ça a de la valeur? Parce que ça questionne la conception que j'ai du monde. Ce qui est complètement différent que de questionner la réalité du monde. Et voilà, donc la question que je me pose, c'est voilà, est-ce que l'on croit voilà, qu'est-ce que l'on croit de cette culpabilité, de cette monstruosité? Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question. Oui, je pense que c'est. Merci beaucoup, Antonin Rosbach, pour ce film et pour cette rencontre qui était effectivement trop drôle, que j'ai beaucoup apprécié moi-même. Merci au distributeur, à la distributrice Sarah Assoun pour Condor Distribution, qui nous a permis de réaliser cette avant-première.